On est parti pour le point actu hardware de ce jour, mardi 2 mars 2021. Petit programme aujourd'hui, mais des actus intéressantes. Comme tout le temps, heureusement, il y a tout le temps des actus intéressantes. Je sais pas comment je ferais si un jour il n'y en avait pas. Mais je finis toujours par en trouver pour l'instant. On va commencer avec des fusées spatiales. Et pour une fois, pas des fusées de SpaceX, mais des fusées Blue Origin, l'autre grande start-up de l'espace avec à sa tête Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, qui a des problèmes. On va en parler. C'est pas des super nouvelles. On continuera avec TSMC et son plan de route. TSMC, célèbre fondeur de puces taïwanais, qui est probablement le plus grand, je pense. On parlera ensuite de l'E3 de cette année, l'E3 célèbre salon américain du jeu vidéo, de l'high-tech, de plein de choses, qui était un peu boudé ces dernières années. Des mauvaises nouvelles là aussi. Pas mal de mauvaises nouvelles, mais quelques bonnes nouvelles aussi, rassurez-vous. On va parler d'un clavier, un clavier un peu bizarre. Je ne le classerai ni dans bonnes ni dans mauvaises nouvelles. C'est juste une nouvelle. Un clavier ergonomique avec un format étrange, une séparation au milieu. Il faut s'y habituer, mais peut-être que c'est vraiment mieux. Je ne sais pas. J'ai jamais essayé ce genre de clavier, mais c'est pour le coup plutôt atypique. On aura le test d'un boîtier, un boîtier plutôt sympa, plutôt accessible, tout en restant compatible avec pas mal de choses et performant. Donc un boîtier plutôt sympa de la marque Antec. Ensuite, on parlera de SSD chez Intel. Alors, c'est plus très commun, mais fut un temps où Intel était à la course au SSD top performance. Ça a un peu arrêté. Il se retourne ici dans le SSD, pas le top performance. On va pas encore chercher les SSD PCI Express 4.0, mais plutôt des SSD 3.0 avec des prix qui peuvent être intéressants et des débits plutôt appréciables pour du 3.0. Clairement, des produits à surveiller qui, pour le coup, peuvent être vraiment très concurrentiels. On continuera avec un petit Ventirad vraiment tout petit, tout pas cher, tout mignon, qui fait beaucoup penser à un Ventirad bien connu. On va en parler vite fait, on passera pas beaucoup de temps dessus, mais ça m'a bien fait rire. Donc je l'ai placé, je l'ai glissé comme ça, vite fait. Et on placera le clin d'œil. On parlera ensuite des i7 et i9 11e génération. On a les détails techniques, alors qui ne sont toujours pas officiellement annoncés, même si on sait. Ça aussi, c'est un truc de fou. On sait la date d'annonce, on sait la date de sortie. On commence à avoir de plus en plus d'informations, mais on n'est toujours pas à la date d'annonce. On rappelle, date d'annonce le 16 mars, date de sortie le 30 mars, qui reste du temps. Et pourtant, on commence à avoir quasiment toutes les informations sur ces nouveaux processeurs. C'est un peu dommage. Les annonces ne servent plus à grand chose, à part faire un effet d'événement. Donc c'est un peu triste, je trouve, mais après, ce n'est que mon point de vue. On continuera avec une seule news sur les cartes graphiques et en plus même pas dédiée au gaming. On va parler encore une fois de cartes graphiques pour miner de la crypto-monnaie. Visiblement d'autres marques ont senti l'intérêt du marché de la crypto-monnaie pour acquérir des cartes optimisées pour leur applicatif, c'est-à-dire miner la crypto-monnaie. Donc d'autres s'y intéressent. Encore une fois, c'est bien fait. Heureusement, c'est basé sur des architectures précédentes. Ça ne va pas impacter les lignes de production qui sont déjà assez lentes et assez peu performantes pour combler la demande des dernières technologies. Donc là-dessus, on peut se rassurer. Ça va pas impacter
la déjà non-disponibilité des dernières cartes graphiques. Donc ça peut être des solutions. On est très intéressé par ceux qui proposent des solutions. Et on finira avec des écrans pour le peuple, des écrans pas chers, avec des résolutions supérieures. On n'ira pas chercher les hautes fréquences de rafraîchissement, mais des belles résolutions, du 75 Hz, pour des prix abordables, ça peut être très intéressant. C'est AOC qui nous montrera ça. Et en vrai, c'est vraiment, les prix sont attractifs. On va pouvoir commencer direct avec les fusées spatiales, les fusées Blue Origin. Alors, mauvaise nouvelle ici, ils veulent faire, le principe est assez simple, ils veulent faire le même principe que ce que fait SpaceX, c'est-à-dire des fusées réutilisables où le lanceur revient, sauf qu'ils ont du retard, parce que vous voyez, ils sont encore en galère, là où SpaceX a déjà établi des accords de partenariat assez forts. Donc déjà ils sont en retard, ça se passe pas super bien. Et ensuite ils sont retardés encore et encore parce qu'ils ont voulu brûler les étapes. Ils ont voulu... En gros, il y a des échelles à respecter avec certains nombres de propulseurs qui contiennent certaines quantités de carburant qui est de l'oxygène liquide, si je ne me trompe pas. Et il faut faire petit à petit pour vérifier que tout marche bien. Ce sont tout de même des fusées spatiales. En soi, si tout se passe bien, c'est cool. Si ça se passe pas bien, ça a des grandes chances de se transformer en bombe volante. Donc on fait pas n'importe quoi, c'est normal. On peut faire des expériences, mais pas avec des engins aussi gros qui sont potentiellement si dangereux. Donc là, ils ont voulu direct passer à la forme finale de la fusée avec 7 propulseurs. Et on leur a dit non. On leur a dit, on leur a mis un stop direct, on leur a dit non, 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 vous faites comme tout le monde, vous passez par chaque étape. Petit à petit, on augmente pour vérifier que tout fonctionne bien et que rien n'est dangereux. Et du coup, ça prend du retard. On nous parle de... À la base, ça devait être 2022, par là. Là, on nous parle 2023, 2024, peut-être plus tard. Tout ça est bien problématique, en sachant qu'il y a de la concurrence sur ce marché de, de la fusée réutilisable, enfin tout du moins du lanceur réutilisable. Donc, c'est mauvais signe. Après, il y a des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent dessus, ils peuvent toujours faire des miracles, découvrir des trucs ou améliorer des choses existantes. Donc, à eux de jouer. Mais ici, c'est un peu malheureux de prendre du retard alors qu'ils en avaient déjà un peu. Ça va pas améliorer leur situation. On continue avec TSMC. TSMC qui, contrairement à Blue Origin, se porte très très bien. Mais alors, vraiment très très bien, à tel point que ils sont débordés par les commandes et la production demandée. Donc il y a pire comme situation, on va pas se mentir, sachant qu'ils produisent déjà beaucoup. C'est pas comme si ils produisaient rien et qu'on leur en demandait toujours plus. Là, ils produisent déjà au maximum de leur ligne de prod, malgré tout ce qui se passe, notamment la sécheresse. Tout ça, ils sont au max et on leur en demande toujours plus. Donc eux, ils sont ravis, ils communiquent sur leur futur et leur futur s'annonce plutôt radieux. Vraiment. On parle du 5 nanomètres fait actuellement qui va être revisité pour être amélioré, un peu de performance en plus, quelques baisses en consommation. Ça devrait arriver cette année. Dans cette année, on va avoir ce 5 nanomètres plus qui va être meilleur, qui va juste être meilleur de base. Donc derrière, tout ce qui va être produit avec va être meilleur. À noter que, par exemple, sur les processeurs
de bureau, on n'est pas du tout sur du 5 nanomètres à l'heure actuelle, puisque AMD utilise du 7 nanomètres et Intel du 14. Donc, pas pour eux. Pour l'instant, c'est utilisé principalement sur de la téléphonie mobile qui demande des consommations d'énergie toujours plus basses. Et ça, c'est ultra important sur la téléphonie mobile. Et beaucoup pour Apple qui l'utilise aussi pour ses puces M1. Donc voilà, on est sur encore assez peu de clients, même si Apple est déjà un gros client, c'est sûr. Bientôt, il y aura les processeurs de bureau. Et eux, quand ils vont arriver, il faudra produire en masse. Mais pour l'instant, ils y sont pas encore. Et on nous parle, dans un futur qui est assez proche, puisque c'est 2022, on nous parle de 3 nanomètres. Donc toujours plus petit, on nous glisse comme ça en légère rumeur qu'ils auraient déjà commencé à travailler sur le 2 nanomètres. Jusqu'où ils vont aller, on ne sait pas. Mais déjà, le 3 nanomètres, il fait rêver. À noter que 2022 est quand même plutôt très proche. Et qu'on nous annonce une consommation d'énergie réduite de 30% et une hausse de performance de 15%. Juste lié à la technologie. Ce qui est assez incroyable, vous en conviendrez. Donc clairement, TSMC qui a une belle vie devant eux, qui a un savoir-faire et une capacité de production jusqu'alors assez inégalée. Ils sont bien, ils maîtrisent leur process, ils les perfectionnent, et ça fait longtemps qu'ils font ça. Ils savent ce qu'ils font, et ils font du très bon matériel. Alors oui, en ce moment, ils peuvent pas contenter tout le monde, mais visiblement en ce moment, c'est difficile pour beaucoup de gens de contenter tout le monde. Donc ils font des choix, comme toutes les entreprises qui doivent en faire. Mais ça va, des beaux jours devant eux, le ciel bleu et des belles techs à venir. Honnêtement, du 3 nanomètres, on va commencer à être vraiment dans des trucs assez incroyables, annoncer encore des gains en performance et en consommation en simultané. C'est assez sympa. J'ai hâte que ça débarque. J'ai même hâte de voir sur ce 5 nanomètres plus ce qu'ils sont capables de faire en juste revisitant leur process sur la même finesse de gravure. Ça aussi, je suis curieux. Voir s'ils arrivent vraiment à avoir un gain significatif ou si c'est un genre d'argument commercial à voir. Mais ça m'intéresse bien. On continue avec le 3 célèbre salon américain à Los Angeles du jeu vidéo, mais pas que, de la technologie aussi. On est sur un salon qui se voulait massif et qui a été massif assez longtemps, qui est un peu boudé depuis quelques années, sans parler de la période de crise sanitaire. Alors, cette news nous annonce que le 3 est officiellement en édition virtuelle cette année, même si depuis, il y a des rumeurs disant qu'il est tout simplement annulé. Donc, annulé, c'est un peu triste, forcément. En physique, c'était peu probable. Je pense qu'il n'y a aucun salon qui va se tenir. On parlait du Computex pendant un moment, un salon asiatique. On n'en entend plus trop parler, mais je ne sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas s'il aura vraiment lieu et s'il sera accessible à tout le monde. Peut-être pas la meilleure des situations pour la meilleure décision, la meilleure façon de faire les choses en ce moment. La rumeur disant qu'il est annulé n'a pas été ni démentie ni confirmée de la part de l'organisation. Et il faut dire que ces dernières années,
c'était plus vraiment le même E3 qu'avant. Il y avait, en fait, l'E3 créait toujours un événement, mais il y avait de plus en plus d'événements autour, qui venaient graviter autour sans forcément être directement dans le salon de l'E3, qui profitaient juste de cette fenêtre événementielle pour faire des trucs de leur côté. Donc après, c'est toujours dommage pour les gens qui pouvaient participer à cet événement en physique, ça forcément, même si de ce que j'ai cru comprendre, c'était quand même pas un truc super ouvert non plus. Ça reste à confirmer. Moi, je connais pas assez pour donner mon avis dessus. Mais c'est sûr qu'en ce moment, les salons, c'est compliqué et tous les événements physiques, c'est compliqué, encore plus s'ils doivent ramener des gens à l'international. Donc, c'est pas vraiment étonnant. S'il est annulé, c'est quand même assez triste. Ça enlève des vitrines pour le jeu vidéo tout de même. Des moments où on parle du jeu vidéo comme un moment accessible à tout le monde, où tout le monde peut avoir sa part et tout le monde peut participer. C'est toujours cool. Donc c'est un peu triste, même si ça avait visiblement un peu, c'était un peu parti en cacahuète. C'est les dernières années de l'E3. À voir si la gestion était bonne aussi. C'est toujours compliqué. On continue avec du clavier un peu bizarre, parce que voici à quoi il ressemble. Ce clavier, il est de la marque Logitech. Il est vendu comme clavier ergonomique. Et donc, vous voyez cette disposition de touche un peu étrange, mais c'est ergonomique. Donc, visiblement, c'est mieux pour qu'on soit mieux, que notre posture soit meilleure pour taper et pour que la frappe sur une longue durée reste tout aussi agréable. Il y a le magnifique repose-poignet. J'aime beaucoup le repose-poignet fourni avec, même s'il est très grand. Il a l'air vachement confortable. Ce clavier est sans fil avec un dongle à brancher en USB. Il est plutôt sympa, mais il est plutôt cher aussi parce qu'il coûte 119 €. C'est un clavier ergonomique. Les claviers ergonomiques coûtent assez cher en général. Il a cette forme de disposition des touches pour vous permettre d'avoir les mains en triangle. Oui, vraiment, comme ça. Comme ça sur le clavier. Alors je vous avoue que j'ai jamais testé ce genre de clavier. Ça a l'air quand même assez déroutant dans un premier temps. En plus celui-ci est en QWERTY, donc encore plus déroutant. Mais je pense qu'avec un peu d'utilisation, on s'y fait. Et j'imagine que ça a été étudié. Il est cher. Vraiment, 119 € c'est cher, même s'il est sans fil. Pour un clavier bureautique, même s'il est ergonomique, ça reste cher. Après, c'est du Logitech. Vous payez aussi la marque, vous payez aussi la qualité et le support derrière. Donc, votre santé n'a pas de prix si ça vous tente. En termes de qualité et j'imagine de conception, on est au top. Après, ce qui vous conviendra, ça reste très personnel. Mais si ça vous fait pas peur de mettre 119 € dans un clavier que vous pourrez garder longtemps, il y a aussi cet argument-là qui est important, vous pourrez le garder longtemps. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du très bon matériel. On continue avec un boîtier de la marque Antec. Et voici ce boîtier. Alors c'est un dérivé d'autres boîtiers Antec existants. On a refait un peu la façade avec cet effet vague en mèche sur le devant. Il est équipé de 4 ventilateurs fournis. Vous avez les 3 ventilateurs RGB en façade et un ventilateur non RGB derrière. Donc 4 ventilateurs fournis, ça c'est plutôt cool. Vous avez de la place dedans, vous pouvez mettre pas mal de trucs.
On est sur du format ATX standard, on est sur du format tour plutôt standard. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est plutôt attractif en termes de prix. Il coûte 85 € avec du coup les 4 ventilateurs, donc plutôt attractif. Qu'est-ce que je peux lui reprocher? Bah, pas grand chose en vrai, hein. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien pensé. Vous avez même un genre de multiprise pour brancher vos ventilateurs intégré au boîtier. Vous avez la fenêtre bien sûr. Hop, ça c'est le haut avec un filtre qui viendra se placer par-dessus. Donc on peut même mettre du water cooling en haut. Vraiment, il est compatible avec tout. Hop, je monte derrière la petite multiprise pour les ventilateurs qui est ici. Donc voilà, tout ça est plutôt sympa. Il coûte seulement 85 €, ce qui est pas très cher, sachant qu'il est livré avec ses 4 ventilateurs. Vous pouvez mettre à peu près tout qui est pas énorme dedans. Vous pourrez pas mettre les plus gros radiateurs. Les plus grosses cartes graphiques, je pense que si. Je pense que si. Et vous avez la célèbre fenêtre pour voir l'intérieur de votre tour. Ce qui régale tout gamer, forcément. Donc plutôt sympa. Antec qui est une marque qu'on connaît, qui fait du matériel milieu de gamme. Ils allient un prix qui reste correct avec des performances et la compatibilité avec le matériel le plus haut de gamme. Donc c'est un vrai bon compromis, je pense, en termes de performance prix. Vous n'aurez pas tout ce que vous allez avoir sur des boîtiers haut de gamme en termes d'insonorisation, de poids aussi. Il va être plus léger qu'un boîtier plus haut de gamme. Il fera un peu de bruit, mais en termes de performance, vous êtes sûr que votre config sera bien refroidi, avec en plus tous les ventilateurs de fournis, et ça c'est quand même un sacré argument de vente pour 85 €. On continue avec du SSD, et c'est Intel qui nous annonce qu'ils se remettent un peu dans la danse du SSD. On y va par étapes, on lance du SSD M2 PCI Express 3.0, donc pas la dernière génération qui est du 4.0 qui permet en théorie des débits jusqu'à 8000 ms, mais en réalité on est plus proche des 7000. Coucou Marlar. Ici on est sur du 3.0, donc en gros 3000 jusqu'à 3000 ms, ce qui est largement suffisant pour quasiment tous les applicatifs. Franchement, quand vous avez besoin d'aller au-dessus, c'est que vous êtes un professionnel et que vous traitez des fichiers très lourds en permanence. Donc pour les professionnels de la vidéo par exemple. Aujourd'hui les vidéos pèsent lourd. Mais non, merci. Merci, c'est trop gentil. Tu peux maintenant utiliser mon emoticône, le seul et l'unique disponible sur la chaîne, qui est une clémentine. Profites-en. Je te remercie beaucoup Zeja. Et je reprends du coup avec mes SSD. Du coup Intel en annonce 3 de 3 tailles différentes. On va de 512 Go à 2 Tera en passant par 1 Tera à des prix corrects. Ça reste cher, on est sur du SSD performant, donc il faudra le payer. On est sur du 89 $ pour les 512 Go, 154 pour 1 Tera et 329 $ pour 2 Tera. Savoir que c'est tout de même garantie 5 ans, donc ils sont sûrs de leur matos. Croyez-moi, quand de l'électronique est garantie 5 ans, c'est qu'ils ont taffé sur la qualité et sur la durée de vie. Sinon, ils ne feraient pas ça, hein, ils sont pas bêtes. Et les prix sont corrects pour des SSD qui sont déjà très performants. Vous pourrez trouver des SSD moins chers, forcément. Aussi performants, ça va commencer à être dur. Et plus cher en plus performant, oui, ça c'est sûr. Tout dépend de ce que vous avez besoin, mais c'est plutôt sympa. Et en plus, Intel a l'avantage d'être un très gros groupe qui, en général, produit en masse. Ce qui dit
Qui dit production en masse dit forcément des prix qui baissent. Et ça me fait plaisir. Parce que des SSD qui baissent, ça régale tout le monde. Plus la mémoire est basse, plus toute l'électronique en profite. Parce qu'il y a de la mémoire partout. On continue avec un petit ventirad. Un ventirad qui est ce qui permet le refroidissement de votre processeur. Il est tout mignon, il est tout petit. Il ressemble pas à grand chose. Et en fait, je trouve qu'il ressemble au ventirad qui était donné avant avec les processeurs Intel. J'en ai eu un comme ça. Du coup, celui-ci, c'est pas un Intel, c'est un Alpine Arctic. Donc voilà, hein, il fera juste le minimum. Il coûte très peu cher, il coûte seulement 12 €. Donc vraiment, ça refroidira des petits processeurs qui ne demandent pas grand chose. Faudra pas le mettre sur quelque chose de performant et puissant, sinon vous allez vite le regretter. Et aussi, bah, ça fait beaucoup de bruit, ça peut tourner assez vite et c'est pas terrible. Ça a l'avantage de coûter pas cher, clairement, mais c'est à peu près le seul avantage qu'on peut lui donner, à savoir que pour le double de ce prix, à peu près 24 €, vous commencez à avoir déjà des choses qui permettent de refroidir des plus gros processeurs. Donc c'est vraiment si vous êtes très très short sur votre budget ou si vous utilisez des processeurs assez peu puissants, à la limite. Mais sinon, évitez. Seulement 12 €. On continue avec quelques informations qui ont fuité. Visiblement, on va tout savoir avant que ça soit même annoncé. La 11e génération de processeurs Intel qui est censée être annoncée, enfin qui va être annoncée, on le sait, le 16 mars lors d'une conférence et qui devrait sortir le 30 mars, même si on sait que visiblement il y a déjà des gens qui ont réussi à les acheter. Je comprends pas tout ce qui se passe. Ne me posez pas de questions, je ne sais pas. Donc là, on nous donne des informations sur les différents modèles de i7 et i9, donc les processeurs les plus chers. On a des informations intéressantes, on sait que notamment le i9 le plus puissant dépassera les 5 GHz sur tous les cœurs. Ça, c'est assez fort. Ce sera des processeurs qui seront performants, mais peut-être pas les plus performants, qui coûteront relativement cher à la sortie, comme c'est quasiment tout le temps le cas. Des processeurs qui arrivent sur le marché sont rarement accessibles en termes de prix, malheureusement. On a les petites infos sur la mémoire et du coup on aura du 3200 MHz d'intégrer de base. On n'apprend pas grand chose de plus. On savait déjà les nombres de cœurs, que ce soit sur les i7 ou les i9. D'ailleurs, ils auront les mêmes nombres de cœurs. On n'a plus de i9 qui ont plus de cœurs que les i7. Seule leur fréquence est différente. À voir. En vrai, je pense pas que c'est sur le i7 et le i9 que cette génération sera la plus intéressante. Je suis même quasiment sûr que le i5 sera le modèle le plus intéressant, peu importe lequel. Donc voilà, on nous montre comme d'habitude ce qui sera le plus puissant, mais ce qui sera aussi le plus cher. Et pour le coup, je pense pas que ça soit à des prix vraiment intéressants, vu les gains apportés par cette génération. Je pense que ce sera vraiment les gammes les plus accessibles qui en bénéficieront le mieux. On continue avec une carte graphique, même une gamme de cartes graphiques encore destinée au minage de crypto-monnaies. Après Nvidia qui fait ses annonces expliquant qu'ils allaient faire des cartes pour les mineurs de crypto-monnaies et l'intérêt du secteur pour ces cartes, sachant aussi le prix qu'ils sont prêts à mettre pour acheter des cartes. D'autres marques ont été inspirées, telles que Palit, qui a décidé d'annoncer officiellement qu'il travaillait sur des cartes destinées au minage de crypto-monnaies. Encore une fois, rassurez-vous, on est sur des cartes basées sur des générations d'architecture précédentes. Ici, on parle de Pascal qui correspond au
série 10, donc jusqu'à 1080, même 1080 Ti d'ailleurs. Donc encore une fois, ça n'impactera pas les lignes de production des cartes de dernière génération destinées au gaming. Ces lignes de production qui sont déjà assez peu en marche, ou en tout cas on a déjà assez peu de prod qui arrivent jusqu'à nous, parce que les rayons des sites de vente en ligne sont toujours vides, malheureusement. Encore une fois, ça peut être une solution, c'est bien, pourquoi pas, s'ils veulent. Moi j'avoue que je mine pas de crypto-monnaie, de toute façon je suis en France, donc au prix de l'énergie en France, ce n'est pas rentable. Donc, dans tous les cas, je ne suis pas le public cible pour ça. Si ça peut désengorger un peu la demande en carte graphique, notamment sur les modèles gaming, ça peut être que bénéfique. En vrai, ils ont raison. Ils ont raison. Ça peut être que un bon plan pour eux, forcément. Et on finit avec la dernière news des écrans. Des écrans plutôt sympas. Des écrans allant du 24 au 32 pouces et avec une définition QHD, c'est-à-dire 1440p ou 4K. Donc plutôt sympa. Plutôt sympa. Fréquence de rafraîchissement seulement 75 Hz. On n'est pas allé dans les hautes fréquences de rafraîchissement. Par contre, on a le temps de réponse pour le gaming, donc ça permet pas forcément du gaming de façon compétitive, mais du gaming plaisir et du jeu solo dans des très bonnes conditions sur des résolutions très agréables, à des prix plutôt attractifs. Alors on a plein de prix et plein de modèles. Ça va de 159, ici c'est en livres, à 289 livres. D'un modèle en 24 pouces à 32. Du coup, sur le 32, on retrouvera seulement du QHD. Et le 32 coûte seulement 229 livres. Ce qui est pas très cher. Ce qui est pas très cher. Celui en 4K fait 27 pouces et il coûte 289, c'est plus cher. Les dalles 4K coûtent cher. Ça reste plutôt accessible pour un écran 4K qui sont en général hors de prix. On parle pas de télé ici, on parle vraiment de moniteur PC. En général, quand vous voulez aller chercher un écran 4K, vous allez vite tabler dans les 500 € ou plus, ce qui est très cher. Ici, 289 livres. Alors, je vous avoue que je connais pas trop le taux de change actuel entre la livre et l'euro, mais ça doit pas être très très loin. Enfin, j'espère. Dans tous les cas, ce sera moins cher que 500. Et il répond aux attentes pour du gaming. Encore une fois, pas compétitif. On n'a pas un haut taux de rafraîchissement. On a seulement 75 Hz. Mais on retrouve des bonnes résolutions, un temps de réponse parfait pour du gaming et des écrans de 24 à 32 pouces, ce qui est ce qu'il faut pour un PC en général. Quand on va au-delà, c'est vraiment, faut avoir une grande pièce, un grand bureau, ou alors c'est un PC multimédia. C'est encore, c'est plus un marché de niche. Ici, ce que je trouve vraiment sympa, c'est le prix. On est quand même sur des résolutions au-delà du Full HD pour des prix vraiment compétitifs, à voir quand ça sortira en euros. Toujours peur de se faire avoir à la douane, hein. Mais en vrai, si on retranscrit ça directement en euros, ce serait vachement bien. Pas sûr que ça se passe comme ça. Ils sont sympas, ils sont assez simples, assez sobres. En même temps, c'est des écrans et on n'est pas sur des écrans non plus très chers. Donc franchement, c'est plutôt bien. Ils sont quasiment borderless sur 3 bords. On peut difficilement demander plus pour de tels tarifs. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quand ils sont disponibles. Ça peut être un bon plan. Yo Kriku. Du coup, ça conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire des retours
et on continuera demain pour la suite. J'espère avec un peu plus de news. Et oui, c'était léger aujourd'hui, mais encore une fois, moi je traite de ce que j'ai, je ne crée pas l'information. Mais c'était quand même bien sympa.